Alors merci beaucoup pour votre invitation et donc je suis vraiment très heureux d'être ici. Je vais essayer de vous parler d'un sujet sur lequel je réfléchis à l'heure actuelle. Donc effectivement c'est en cours et vraiment en élaboration, dans la continuité d'une réflexion que j'ai eue jusque-là, puisque je m'étais intéressé, au-delà de mes sujets de prédilection scientifiques ou cliniques, à la grande question classique en psychiatrie des liens entre folie et créativité, que j'avais voulu revisiter, reposer, réinterroger avec les données notamment des neurosciences, mais aussi de la littérature. Et donc une démarche que j'avais pu faire l'année dernière et que je poursuis en fait dans la continuité de cette démarche autour de la question de l'augmentation de l'homme. Qu'est-ce qu'il en est de l'augmentation de l'homme? Quelles sont les conséquences de l'augmentation de l'homme? Et donc je discutais avec mon fidèle ami Olivier Guillain, qui comme moi est de cette grande maison à laquelle je rends hommage, et tout particulièrement à Jean-Pierre Ollier, de ses réflexions. Il me disait qu'il fallait que j'en parle déjà, parce que ça intéressait la psychiatrie. Je ne suis pas sûr, mais on va voir. Donc je me lance, et quand on se lance comme ça, évidemment, il y a toujours un risque qu'on aille du mauvais côté. Ça, c'est le classique séminaire de motivation. Je ne sais pas si vous faites ça dans vos services. Faire confiance à l'équipe. L'union fait la force. Les 3 mousquetaires sont sortis cette semaine. Voilà. Donc il y a un risque que ça se passe comme ça, cette conférence. Donc je tombe du mauvais côté. Vous m'en excuserez. Alors ma réflexion, pour la resituer, elle était partie en fait d'une interrogation de clinicien qu'on a tous en arrivant dans un hôpital comme celui-ci. Mais diable, pourquoi les troubles mentaux sont-ils aussi fréquents? C'est quand même un truc incroyable. Pourquoi c'est aussi fréquent? Et vous le savez tous, quelques chiffres jetés là parmi plein d'autres, schizophrénie 1%, trouble bipolaire 2%, dépression 20%, survie entière, suicide 1 million par an. Mais pourquoi c'est aussi fréquent? Et non seulement c'est fréquent, mais c'est à peu près constant sous toutes les latitudes et toutes les longitudes. Donc ça a l'air d'être une caractéristique des êtres humains. Et en plus, c'est handicapant. Vraiment, ça fracasse la trajectoire des êtres humains, de leur famille. J'aime bien ce graphe parce qu'il le représente assez bien en termes de handicaps. Les DALY, c'est une unité de mesure du handicap que vous avez en ordonnée. En abscisse, vous avez l'âge. Et vous voyez le point d'inflexion, là, autour de 50 ans. Toutes les pathologies sont à l'origine de handicap. Mais avant ce point d'inflexion, là, autour de la cinquantaine, la courbe rouge, qui domine toutes les autres, c'est les troubles mentaux. Donc les troubles mentaux sont une cause de handicap majeur. Donc c'est ultra fréquent, c'est relativement constant. Et ça affecte des personnes jeunes. Vous savez que dans l'ensemble, toutes les grandes maladies psychiatriques commencent entre 15 et 25 ans. Et c'est source de handicap. Donc quand on vient travailler le matin, on se demande pourquoi c'est aussi fréquent. Moi, le pôle dont je suis responsable reçoit 12 000 patients par an. Je me dis pourquoi c'est aussi fréquent. Et quand on est médecin et qu'on se pose cette question, eh bien, on a été formé ou déformé par la logique du darwinisme. C'est-à-dire que si quelque chose existe, c'est que ça a été sélectionné. Sélection positive ou négative, mais en tout cas, ça s'est passé sous les fourches codines de la sélection. Et de fait, quand on réfléchit aux troubles mentaux dans ces termes, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a non seulement la réalité, ils sont là, donc ils ont été sélectionnés, mais même la génétique a l'air d'indiquer qu'ils ont fait l'objet d'une pression de sélection. Par exemple, les mutations à l'origine d'une vulnérabilité aux troubles mentaux, par exemple ici la schizophrénie, sont dans des régions du génome qui font l'objet d'une pression de sélection. Sont plutôt dans des régions du génome qui font l'objet d'une pression de sélection. Elles ne surviennent pas dans des endroits accessoires du génome. Ou alors si on s'intéresse à une grande bifurcation qui intéresse beaucoup, celle de la bifurcation entre sapiens et Néandertal, de 2 espèces d'hominidés qui ont vécu en parallèle jusqu'à moins 30 000, eh bien on s'aperçoit
que, évidemment, on le sait, les différences génétiques qui sont très faibles, hein, elles sont voilà, deux espèces très très proches, eh bien, elles se situent notamment du côté des gènes en lien avec le développement du cerveau. Ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle sapiens, mais c'est plus intéressant, les gènes de vulnérabilité aux troubles mentaux sont plutôt dans les parties du génome qui diffèrent entre les deux espèces d'hominidés. Et donc elles sont de notre côté, en fait. Comme si nous avions emporté dans cette bifurcation avec nous la vulnérabilité aux troubles mentaux. Alors, moi, je ne suis pas du tout généticien, ce n'est pas du tout mon sujet. Et puis la génétique, souvent, c'est corrélatif. Ça veut dire qu'on fait des corrélations, mais enfin, on n'a rien de très causal. Je trouve toujours cette démarche un peu gênante. Aujourd'hui, on fait des choses mieux parce qu'on fait des organoïdes, des cérébroïdes en l'occurrence, c'est-à-dire on fabrique des proto-cerveaux, des mini-cerveaux. Il y a Siri, voilà, l'intelligence artificielle, et se sent concerné. Donc on fabrique des proto-cerveaux et on peut voir quels sont les effets d'une mutation sur le fonctionnement de ce proto-cerveau. Donc on va au-delà de la corrélation et on peut regarder par exemple un gène qui est intéressant qui s'appelle NOVA1. Et NOVA1, ici, en fait, il diffère que d'une paire de bases entre ces deux espèces d'hominidés, Néandertal, accessoirement un cousin des Denisoviens, et ce qui s'appelle ici Human, c'est-à-dire Sapiens. Or, NOVA1 est un gène parmi d'autres associé au risque d'autisme. Eh bien, si on réintroduit dans des neurones de Sapiens la version dite ancestrale de NOVA1, celle donc de Néandertal, eh bien, on constate que le cérébroïde fonctionne moins bien, c'est-à-dire dans des paramètres notamment de neurophysiologie, c'est-à-dire d'excitabilité et de capacité de transmission d'informations dans ce cérébroïde, il fonctionne moins bien. Donc, ce n'est pas seulement que le gène NOVA1 dans notre version est lié au risque d'autisme, c'est qu'il est aussi associé à un meilleur fonctionnement de ce proto-cerveau. Donc vous voyez quelque chose qui lie la vulnérabilité à un trouble mental, l'autisme, les troubles du spectre de l'autisme, et le bon fonctionnement de ce proto-cerveau. Et on peut aller vers des choses qui me parlent plus personnellement, parce que c'est plus mon champ de compétences, les neurosciences. Dans ce très beau papier, qui est un papier dans une très grande revue, Cell, qui compare la façon dont on transmet l'information dans le cerveau d'un primate, cette fois non humain, le singe, versus l'homme. Et souvent, en fait, quand on s'intéresse à enfin, ce qu'on constate quand on s'intéresse à la transmission d'informations au travers du cerveau, c'est qu'en fait, le cerveau a des oscillations à certaines fréquences et qu'une bonne façon de transmettre de l'information, c'est de ce qu'on appelle des synchronies, c'est-à-dire d'établir des synchronisations entre des régions cérébrales distantes, avec une phase couplée entre ces régions cérébrales distantes. Et ce qu'ont fait cette équipe, c'est de comparer les modalités de signal entre régions cérébrales distantes chez le singe, mais les mêmes régions, enfin, du point de vue phylogénétique, entre le singe et l'homme. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Eh bien, ils constatent que chez le singe, l'information, elle est très efficace, robuste. C'est comme s'il y avait des systèmes de vérification de l'information, elle est rapide et robuste. Et chez l'homme, elle est plus complexe. Alors plus complexe, ça veut dire quoi? C'est qu'elle est notamment plus informative, c'est-à-dire que le niveau d'information transmis entre régions cérébrales distantes est plus important, il y a plus d'informations envoyées, plus de paquets d'informations envoyés, si j'essaye de le traduire comme ça, mais c'est au prix de la robustesse du signal. C'est-à-dire que le signal chez l'homme, dans la transmission d'informations entre deux régions cérébrales distinctes, eh bien, il est plus riche, il est plus informatif, mais il est plus fragile. Et les auteurs de conclure que nous avons fait le choix, nous, l'évolution pour nous, a fait le choix de la complexité du signal, de la puissance de cet organe, le cerveau,
au prix de sa fiabilité. Et d'émettre même l'hypothèse que ce défaut de fiabilité consubstantiel à la puissance de cet organe, c'est ce dont nous faisons l'expérience sous la forme des troubles mentaux. Nous aurions choisi la puissance, la complexité, plutôt que la fiabilité de l'information telle qu'elle existe chez les primates non humains. Dit autrement, nous pourrions dire notre cerveau ne se supporte plus. Il est tellement puissant qu'il a des bugs, qu'il y a des moments où il y a des ratés, il y a des moments où il se passe des choses qui se plantent, et c'est ce dont nous ferions l'expérience sous la forme des troubles mentaux. Si on essaye de le penser cette fois, plus en termes de génétique ou de neurosciences, mais même en termes philosophiques, on peut aller jusque-là et se dire qu'en fait, à partir du moment où nous nous sommes mis à penser, nous avons pris le risque de nous égarer. Penser, c'est se représenter le monde. Se représenter le monde, c'est manipuler des représentations du réel. Et si je manipule des représentations du réel, eh bien, je suis un orphelin du réel. Je n'ai plus accès au réel. Je ne fais que manipuler des représentations du réel. Ça me donne un pouvoir certain, c'est que je peux enrichir ces représentations à l'infini, mais je peux aussi complètement me planter. Je peux prendre des vessies pour des lanternes, ou une production interne pour quelque chose qui vient de l'extérieur, une hallucination. Et ça, c'est résumé dans un tableau magistral par Magritte, qui appelle d'ailleurs ce tableau, les titres sont très importants chez Magritte, la trahison des images, et cette explicitation dans le tableau lui-même, ceci n'est pas une pipe, donc effectivement la pipe n'est pas une pipe, et pourtant c'est une pipe, donc la représentation de la pipe n'est pas une pipe, mais c'est une pipe, et donc vous avez là représenté le fait qu'une représentation n'est pas la pipe. Et donc, à partir du moment où je me représente le monde, je pense. Dès que je pense, je me sépare du réel. Et ça, c'est la puissance du sapiens, mais c'est aussi ce qui peut faire sa perte. Et peut-être même, d'ailleurs, ce serait ça, la chute du paradis, l'arbre de la connaissance, etc. Ce simple fait que s'être mis à penser, c'est avoir pris le risque de se perdre. De sorte que la réflexion, à ce stade, ma réflexion, c'était que l'incidence implacable, ce qui m'interrogeait, comme tous les matins, comme psychiatre, comme vous, l'incidence implacable des troubles mentaux, en fait, c'est parce que nous avons cette faculté de nous représenter le réel, et ça nous donne la possibilité de l'enrichir à l'infini, de faire œuvre, et c'est ce qui m'amenait, ce que je ne détaille pas du tout ici, à cette réflexion sur la créativité. Au fond, l'acte de penser est en soi un acte de création, mais c'est aussi un piège, parce qu'à se représenter le monde, on risque de dériver, de dérailler, de délirer, c'est même l'étymologie du mot délirer, sortir du sillon. C'est corollaire de ce qui est le propre de l'être humain, penser, et à ce titre, il nous faudrait considérer que les troubles mentaux sont le prix à payer de ce qui fait de nous des êtres humains. Et donc, les patients, en fait, sont les témoins vivants de notre condition humaine, et donc il faut les mettre au centre de la société. Telle était ma réflexion. Et puis, évidemment, autour de moi, je voyais cette explosion d'une autre façon de penser, d'une autre intelligence, celle de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est fascinant ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, et je vais y venir, ce qu'on voit avec notre hybridation possible avec cette technologie. Moi, j'avais été marqué par, pour aimer les jeux de stratégie, non pas trop Deep Blue et Kasparov, les échecs, mais plutôt par le Go, parce que le Go, c'est vraiment quand même extrêmement complexe et fascinant comme jeu de stratégie. Et donc, quand AlphaGo a gagné, puis AlphaGo 2, en s'entraînant vraiment lui-même, c'est-à-dire en générant lui-même les parties, avait cette puissance de jeu, je m'étais dit quand même, si l'intelligence artificielle peut gagner au jeu de Go, c'est mal barré. Mais je pense que nous, psychiatres, ne nous interrogeons jamais assez, et pourtant c'est quand même notre job, non pas seulement sur le constat des prouesses, mais sur l'effet que ça nous fait.
c'est-à-dire la sensation que cela provoque chez nous, chez nos patients, dans notre entourage, et pas seulement sur le constat de la prouesse. Nous ne sommes pas neurologues, nous sommes psychiatres, un degré d'intelligence supérieur si je puis dire. Et donc on devrait s'intéresser à l'effet que ça provoque et pas seulement le constat de la prouesse. Et notamment, ce qui avait été très intéressant dans ces parties décisives, c'est que AlphaGo jouait des coups inattendus. AlphaGo jouait des coups qui étaient inattendus, inhabituels. Et Keiji avait l'air complètement médusé, étonné, il ne comprenait pas. Ce qui rejoint ma question, créativité, pas créativité, qu'est-ce qui se passait en fait dans ce jeu? Comment ça se fait qu'un joueur, puis c'est un joueur, AlphaGo, puisse jouer des choses inattendues pour les commentateurs ou pour un joueur aussi bon qu'il l'est là? Et en fait, c'est plus intéressant de regarder ce que ça suscite chez nous, y compris ce que l'on prête au jeu. Parce qu'en fait, dans cette histoire d'intelligence artificielle, on prête énormément à l'intelligence artificielle et on lui prête d'ailleurs beaucoup plus qu'elle n'a. Et d'ailleurs, quand c'est incarné et quand c'est un robot, en plus quand on le rend humanoïde comme ça, il suffit de le regarder quelques secondes et c'est une personne. Alors que c'est un amas d'électronique et de fer, mais il suffit de le rendre un tant soit peu humanoïde et c'est une personne pour vous. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin qu'il ait une forme humanoïde pour lui prêter, c'est-à-dire faire une inférence d'état mental vraiment complexe, toutes sortes de pensées. Cette simple petite vidéo-là, cette espèce d'échange assez étrange, voilà, ces deux bestioles, donc il y en a un qui arrive, qui s'étonne devant la porte fermée, mais lui n'a pas de bras, l'autre en a un, l'autre arrive. Eh bien, manifestement, il arrive à ouvrir, c'est relativement complexe, hein, vous voyez la complexité motrice de ce qu'il peut faire. Mais ok, c'est spectaculaire ce qu'il peut faire d'un point de vue moteur. Mais en fait, vous êtes fait plein d'inférences sur la communication entre les deux bestioles, là. Et ce qui nous intéresse, c'est ces inférences, en fait. Et l'effet que ça va provoquer en vous. Et en fait, il y a une forme d'intemporalité de la folie, c'est-à-dire que les figures de la folie sont toujours à peu près les mêmes. Le désespéré de Courbet, il n'est pas étranger à cette région d'ailleurs, il n'a pas beaucoup changé, mais comme vous le savez, on peut aujourd'hui quasiment lui donner vie parce que l'intelligence artificielle permet de l'animer, donc il va pouvoir enfin nous dire ce qu'il pensait. Et il faut s'intéresser à l'effet que ça provoque en nous, et pas seulement à sa performance. Et il faut aussi en voir les limites. Alors, petit détour de la semaine pour vous dire quand même qu'il faut aller en chercher et les forces et les limites. Et je reviens à mon propos. Cette semaine, j'avais une réunion très pénible avec des gens de la gouvernance. Des gens de la gouvernance. Réunion très très pénible. Et alors j'ai appris que parfois il ne faut pas écouter et penser à autre chose. Et puis parfois, dans les stratégies d'être ailleurs, il m'arrive simplement de m'imaginer mon interlocuteur dans des situations autres, ubuesques. Je ne détaillerai pas les situations, j'ai toute une gamme possible. Je vous assure, ça change tout à l'entretien. Et en la matière, il y a parfois, tiens, quel animal ça pourrait être? Et alors cet interlocuteur me cherchait des noix, c'est-à-dire que l'entretien durait 2 heures, il cherchait tout ce qui pouvait poser problème. Et s'est imposé très vite le fait qu'il avait l'air, avec cette agressivité d'obsessionnel, c'est-à-dire ce mélange d'obséquiosité, d'agressivité, c'était pour moi évident d'un bousier. Alors ça a dû le déstabiliser parce que je lui ai fait des grands sourires parce que c'était tellement évident que j'ai eu un grand sourire discordant probablement à ses yeux au regard de son agressivité, à le voir comme ça pousser sa bouse le temps de cet entretien. Et donc voilà, le lendemain je vais en directoire et je le retrouve, mon bousier. Et puis comme je m'ennuie aussi en directoire, je vais sur internet regarder la vie du bousier parce que j'avais le temps.
Et donc, je tombe sur Libération, sur un magnifique article sur le bousier. Donc, j'apprends plein de choses sur le bousier. J'apprends que le bousier n'est pas si bête et que le bousier peut notamment se guider en regardant les étoiles. Pas bête le bousier. Mais l'intelligence artificielle, elle est incroyable parce que, avec son côté littéral, voilà ce qu'elle nous fait. Donc, c'est le site de Libé. Donc le bousier s'oriente de nuit en fonction de la Voie lactée et il nous met en face Guy Savoie, étoilé, pas étiolé. Vous voyez, la littéralité, en fait, on retrouve dans cette espèce de pensée concrète, ça ressemble beaucoup à la pensée concrète, alors pensée métaphorique, pensée concrète, parfois on oscille entre les deux, les plaisirs de la phénoménologie psychiatrique. Mais ça ressemble beaucoup à la pensée de nos patients, c'est la surprise de l'association incongrue en fait, mais effectivement guidée par la réalité d'une association qui fait juxtaposer des mots qui n'auraient pas lieu d'être, c'est-à-dire un article sur le bousier qui finit avec un chef étoilé, et évidemment c'est pas adapté, donc limite d'intelligence artificielle. Mieux encore, dans la même semaine, je reçois sur Facebook ça. Enfin, je reçois. Sur ma page Facebook, je suis ciblé par cette publicité pour une soirée organisée par Marie Sauvage. Ça attire mon œil, évidemment. Évidemment. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait encore pendant le directoire pour que on m'envoie un truc sur le shibari? Alors, je me dis, ah oui, c'est vrai que j'ai une patiente, il n'y a pas longtemps, qui m'a parlé de sa séance de shibari, où elle était transformée en petit rôti, comme ça, elle était toute contente. Donc shibari, c'est du bondage, donc on est ligoté, tout ça, et elle était toute contente, elle était un petit rôti. Mais je me suis dit quand même, non, je ne suis pas persécuté, on n'entend pas mes consultations pour que Facebook me présente, etc. Donc je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que Facebook me parle de shibari? Je vous dis tout de suite, ça n'est pas dans mes pratiques, donc il n'y a pas de raison qu'on me propose du shibari. Eh bien, je n'ai qu'une hypothèse, interprétative, je le concède, c'est que j'ai passé beaucoup de temps, la semaine dernière, à deux choses. Faire le programme du congrès de l'encéphale, où je souhaite vivement vous retrouver, janvier prochain, et notamment autour d'une session contention-isolement, et suivre la QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui vient de passer, qui était en examen, sur cette question contention-isolement. Et donc je pense que l'algorithme est passé de la QPC, contention-isolement, au shibari. Horizontalisation, comme dans le discours de nos patients. Ceci dit, il faut bien dire que cette intelligence est impressionnante et, par exemple, on s'amusait avec Laurent Alexandre à réfléchir à ça et on posait la question c'était ChatGPT, celui-là, pas GPT-4, d'après ChatGPT, des maladies psychiatriques liées à l'intelligence artificielle. Et quand même, ce qui est capable de sortir ChatGPT, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Donc il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a l'Artificial Intelligence Attachment Disorder. Donc ça, c'est en gros, on vit que dans cette réalité-là parce que c'est une sorte de hikikomori lié à l'intelligence artificielle. Il y a le Virtual Reality Depersonalization Syndrome, le VRDS. Donc ça, c'est vous déréaliser à force d'être dans un monde virtuel. L'Algorithmic Anxiety Disorder, le AAD. Donc c'est un peu comme l'éco-anxiété, mais vraiment, l'algorithmique machin, c'est ce que Elon Musk a dit, il a dit en souffrir de l'algorithmique, je vais en parler d'Elon Musk. Vous avez ensuite le AI Induced Comparison Syndrome. Ça, c'est assez fin, hein. C'est ce qu'on appelle en sociologie la frustration relative, c'est-à-dire que vous comparez toujours, et en fait, comme vous savez, par exemple, vous améliorez en permanence votre image, et en fait, vous voyez le matin dans un miroir, dire que je suis laid. Et puis le Techno-Paranoid Delusional Disorder, le TPDD. Bon, ça on a connu avec la façon dont nos patients alimentaient leur délire, avec Matrix, avec Inception, avec Blade Runner, etc. etc. C'est quand même pas mal, hein.
Parce qu'en plus, ça sort en 3 minutes, hein, même pas, en 30 secondes. Donc, c'est quand même pas mal ce que fait ça. Alors, justement, je viens à mon propos. Face à ça, c'est-à-dire ce que je vous ai dit de notre intelligence, ce que je vous ai dit de cette marée à venir de l'intelligence artificielle, tout en disant que nous aurions avantage, nous psychiatres, à être présents dans ce champ, pas seulement pour commenter les prouesses, mais pour nous intéresser sur les effets de ces prouesses, donc l'effet subjectif, c'est ça notre intelligence, eh bien, il y a la question de la façon d'y répondre. Et Elon Musk, avec son anxiety disorder lié à l'intelligence artificielle, lui, il a une réponse, c'est l'hybridation. Donc, Elon Musk, dans ses multiples entreprises, a créé une entreprise qui s'appelle Neuralink. Et Neuralink, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça dit quoi? Ça dit que, de toute façon, le point dit de singularité, c'est-à-dire le moment où l'intelligence artificielle va surpasser l'intelligence humaine, est proche. Notre seul espoir, c'est de nous hybrider avec les machines pour avoir la capacité de faire face à cette intelligence qui nous sera supérieure. Et pour ça, il met des implants dans le cerveau pour que le cerveau puisse communiquer avec les machines. Et il pense que c'est essentiel de le faire, et il le fait très bien. Je vais vous montrer un exemple d'une de ses expériences connues. Alors la première expérience, j'avais adoré parce que c'était en plus avec une mise en scène à la californienne incroyable. Donc on voyait un écran qui apparaît dans 30 minutes, ça va apparaître, etc. Puis d'un coup apparaissait sa première réussite d'implantation. Sa première réussite d'implantation s'appelait Gertrude, et c'était une truie. Et en fait, c'était son groin qui était augmenté, en fait, et donc on avait le signal augmenté de son groin. Enfin, il faut regarder la vidéo. Mais celles qui sont plus connues sont celles du singe. Et donc le singe est implanté et il joue un jeu auquel vous avez tous joué un jour, qui est le jeu Pong. Le jeu Pong, c'est le jeu qui consiste à déplacer une palette pour renvoyer une balle. Donc vous voyez, il est là, le singe, il a l'air sympathique. Quand il boit, là, c'est des récompenses, en fait. Non, sinon, il ne joue pas, il n'est pas bête. Et donc il joue, vous voyez, là. Et en fait, en déplaçant, il apprend à déplacer, il déplace le joystick, tac, et il apprend petit à petit à déplacer. Mais en plus, il a une électrode dans le cerveau, et son électrode dans le cerveau envoie des signaux. Et donc il apprend à faire, et en même temps, on décode le signal. Et on associe donc chacun de ces mouvements sur le joystick à la commande, et donc en fait en permanence on fait ce qu'on appelle un système en closed loop, c'est-à-dire qu'on traite l'information pour voir à quoi ça correspond. Et à un bout d'un moment on va faire quelque chose d'assez étonnant, c'est, regardez, qu'est-ce que vous voyez là qui vous étonne? Regardez, il est bon, hein, il va vite, hop. Mais est-ce que vous avez vu un truc qui est étonnant? Non, vous n'avez pas vu? Ben, le joystick est débranché. Ce n'est pas de la magie noire. Et lui pense commander avec son joystick, mais en fait, ce n'est plus le joystick, c'est son cerveau. Alors à ce stade, il pense encore que c'est le joystick, et puis au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, pas con, eh ben, il n'a même plus besoin. Et donc vous voyez, là, il joue à une partie de Pong en pensée. Donc ça, c'est sa pensée qui commande les deux palettes. Et il peut aller vite, hein. Je crois qu'à la fin, on le voit aller assez vite. Hein. Regardez, pouf. Tac, tac, tac. Et à la fin, il y a quand même une vraie belle récompense. Alors, c'est le singe, donc il n'a pas eu le droit, là, la FDA lui a pas donné d'accord pour implanter l'homme non malade, c'est-à-dire à visée d'augmentation, pour l'instant. Mais Dieu sait ce qui peut se faire en Chine. Mais chez l'homme malade, ça se fait, il y a de très belles publications. Par exemple, alors il y a dans le lock-in syndrome, mais là je vais vous montrer dans la tétraplégie. Donc je vais vous montrer un exemple type dans la tétraplégie. Il faut que j'aille 1 minute 32, mais je ne vois rien du tout. Donc ça c'est un grand chercheur, c'est un papier dans Nature de Hochberg. Alors au passage, dans la salle, on a deux grands scientifiques, parce que dans les très grandes revues, j'ai dit qu'il y a Cell, mais il y a Nature, donc Olivier Guillain a publié dans Nature
Raoul Belzo dans Nature Medicine, donc dans les très grandes revues. Et donc là, vous voyez que cette dame, qui est, alors vous avez vu que le neurologue, vous avez vu voilà la dame, donc elle est tétraplégique, vous voyez les rétractions, elle ne peut plus commander ses bras, et en fait elle a un implant, elle a un décodeur sur l'implant, on décode le signal en permanence, et elle apprend par essai-erreur en fait à commander un bras mécanique. Et elle ne peut pas faire. Et donc, ce que vous allez voir, je vous épargne tous les détails de commande, c'est la finesse de la commande motrice d'une personne qui n'a plus de commande motrice par interface cerveau-machine. Il est très content, hein, Schubert. Mais il a raison, parce que quand même, c'est incroyable. Alors, regardez cette canette. Parce que ça se passe aux États-Unis, donc le sommet du mouvement, c'est quand même de pouvoir boire un Coca-Cola. Et donc, et ben voilà, elle peut boire, ce qu'elle n'avait plus jamais fait, à la paille, en ayant donc pris une canette de Coca sur une table, l'ayant soulevée, amenée à sa bouche, inclinée suffisamment, de sorte qu'elle puisse, par la bouche, prendre cette... voilà. Et vous voyez, elle aussi est très contente, parce que c'est quand même vraiment incroyable. Donc ce n'est pas que le singe d'Elon Musk, c'est une réalité que cette technique, qu'on appelle BCI, Brain Computer Interface, interface cerveau-machine, et dont je vais reparler tout à l'heure, et qui fait que ce sujet d'hybridation, bien sûr qu'il existe. Mais d'ailleurs, en fait, notre hybridation cerveau-machine, je pense que la première chose que vous avez tous fait ce matin en vous réveillant, ça n'est pas d'allumer une cigarette, comme probablement la génération d'avant le faisait en se réveillant. Peut-être certains d'entre vous le font, ou une pipe, celle de Magritte tout à l'heure. Quand même au réveil, c'est rare la pipe. Mais c'est d'allumer vos portables. Et vous savez que l'utilisation portable, l'utilisation de smartphone, elle est absolument incroyable. Alors l'écran est tout petit pour moi, donc je ne vois pas grand-chose. Mais vous voyez par exemple les effets sur les adolescents. Donc les effets sur les adolescents, sur la lecture par exemple. Lire un bouquin ou un magazine par jour, en 1976, une année marquante pour moi, c'était plus d'1 sur 2 qui lisait un par jour. Là, on est à 1 sur 10 en 2016. Ou 2 livres par an. 2 livres par an, on était quasiment à 100%, on est à moins d'1 sur 2. Et alors si on regarde, c'est même intéressant en fait, comme vous savez, même la communication téléphonique est en train de s'effondrer. Hein. C'est-à-dire que même la communication téléphonique, on n'est même plus au stade où on ne lit plus, on est au stade où on ne parle plus, on textote, on n'est même plus, ou alors c'est quand même impressionnant ces changements de pratique. On s'envoie des messages enregistrés, donc il n'y a même plus il y a quelque chose qui change. Et donc évidemment qu'on est déjà hybridé, que c'est une forme d'hybridation que nous avons avec nos smartphones. Et que ça n'est pas dans notre cerveau, mais ce n'est pas tellement éloigné du fait de l'avoir dans notre cerveau, cet effet d'hybridation. Et qu'on est dans cet état-là, et comme peut l'être cette petite famille singe, puisque, comme je vous l'ai dit, notre cerveau n'est pas si éloigné. En fait, notre cerveau, il est déjà hybridé, il est déjà hacké par les technologies, et on pourrait dire que nous sommes déjà dans cette ère qui correspond à une nouvelle condition humaine, celle de l'hybridation, pour appeler aussi Silicon Syndrome, qui consiste à ce que nous ne soyons plus des êtres isolés de la technologie, mais des êtres hybridés avec la technologie. Il me reste un peu de temps. Alors la question, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, cette hybridation? Est-ce que c'est viable? Eh bien, d'abord, il y a plein d'arguments existants déjà, y compris d'ailleurs dans la représentation cinématographique ou aujourd'hui très riche, séries télévisées ou d'ailleurs littérature, ça existe encore, du fait qu'on peut s'y perdre
dans cet univers, dans cette hybridation. Par exemple, il y a ce très beau film Her de Spike Jonze. On peut tout à fait s'y perdre parce que ce n'est pas seulement la dépersonnalisation induite là, diagnostiquée par ChatGPT. On peut y vivre dans cet univers et c'est une vraie démultiplication-augmentation au point d'être ailleurs que là où nous sommes. On l'avait vu tout à l'heure avec le fait de transmettre ses pensées dans l'exemple là de la canette. Ça, c'est une prouesse chez une patiente handicapée et profondément handicapée, mais ne croyez pas que ça n'est que la question de la réparation, parce que quand on sait réparer, on est aussi d'emblée dans la question de l'augmentation. La question de Pistorius, sportif, réparé, augmenté, ou même la question très simple de la définition folle de l'OMS de la santé. L'OMS qui nous dit que la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social, qui est une définition folle, mégalomaniaque. Moi, je me contente de faire en sorte que mes patients ne souffrent pas, mais il faudrait viser le bien-être. Et bien, évidemment que la réparation porte déjà en elle les germes de l'augmentation. Et non seulement nous sommes déjà hybridés par les objets technologiques que nous utilisons, mais cette hybridation de l'intérieur, c'est-à-dire l'utilisation de ces systèmes en closed loop type BCI arrive très vite, mais en plus on va pouvoir faire des choses assez incroyables parce qu'on sait aller pister dans le cerveau autre chose que la commande motrice. À propos de grandes revues, voilà un papier dans Nature qui va s'intéresser à la façon dont on peut trouver le codage d'une personne. Par exemple, Halle Berry, superbe actrice, eh bien, le même neurone, en fait, ce n'est pas un neurone, c'est un groupe de neurones, mais c'est quand même des microélectrodes, donc c'est vraiment micro, décharge que vous la voyez comme ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas du tout le même objet, là, si je puis dire, quand elle est Catwoman ou quand elle est là, ou simplement quand il s'agit juste des symboles correspondant à son nom. Ça veut dire qu'on est capable de pister dans le cerveau quelque chose d'aussi abstrait que le concept Halle Berry. Et encore une fois, si vous n'en êtes pas convaincu, Halle Berry, c'est deux représentations qui n'ont rien à voir, ces deux-là, cinématographiques, quand elle était James Bond Girl ou quand elle était Catwoman. Eh bien, ces deux représentations se condensent dans le même neurone ou le même groupe de neurones. Donc, oui, l'hybridation sur le mode Neuralink peut aller jusqu'à des commandes ultra spécifiques, jusqu'à des représentations aussi complexes, aussi élaborées que vraiment l'individu. D'ailleurs, l'article avait donné lieu à toutes sortes de publications autour, parce que l'autre personne qui apparaissait, c'était Jennifer Aniston, le neurone de Jennifer Aniston, en expliquant que c'était quand même incroyable d'arriver à ce niveau de précision. Et alors, au-delà du diagnostic par ChatGPT de ce qui va se passer, si on poursuit la réflexion qui était la mienne, qui était de dire que nous payons au prix fort les prouesses de notre cerveau par les troubles mentaux, assez logiquement, en augmentant ces prouesses, nous augmenterons ce prix. En fait, je vous disais, les troubles mentaux sont le prix à payer de ce qui fait de nous des êtres humains. Notre cerveau ne se supporte plus. Et notre faculté de penser, elle fait notre force et notre fragilité. Eh bien, logiquement, suivant la trajectoire de ce propos, l'augmentation de notre capacité se paiera d'une augmentation de la fréquence des troubles mentaux, c'est-à-dire d'une épidémie à venir. Au passage, ce film, je vous le conseille, Ex Machina, c'est vraiment un très beau film sur la question de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est inéluctable, cette augmentation à venir des troubles mentaux liés à l'augmentation de l'homme? D'ailleurs, au passage, j'ai suivi, parce que je n'ai pas beaucoup de temps,
le déroulement de ma pensée passe par la technologie. Mais j'aurais pu faire un autre chemin qui est celui de l'augmentation pharmacologique, celle du dopage cognitif, et on arriverait aux mêmes conclusions en fait. Icar sous psychostimulant, en fait, on aboutit aussi au fait que l'augmentation cognitive se paye aussi d'une augmentation des troubles mentaux. Alors, est-ce qu'il y a des moyens d'amoindrir ce pronostic d'une augmentation de notre charge de travail, à nous psychiatres, par le fait de l'augmentation de l'homme? Un peu quand même. Premièrement, c'est qu'il y a des perspectives thérapeutiques qui viennent avec. Et d'ailleurs, Elon Musk le dit, un de ses sujets, c'est la psychiatrie. Et on peut faire des choses formidables avec ces systèmes d'hybridation. Par exemple, moi j'aime beaucoup la démarche, on en parlait Olivier hier à table, de la thérapie par avatar. La thérapie par avatar, ça consiste, c'est vraiment très intéressant je trouve, à incarner la source de l'hallucination de nos patients. Ça veut dire que pour le patient, on lui fait choisir un avatar qui est pour lui ce que serait la personne qui lui parle. Donc il choisit ses caractéristiques physiques, il y a toute une gamme de choix possibles. Il choisit surtout le timbre de la voix d'homme, voix de femme, l'accent, plein de choix. Et ensuite, il va parler avec cet avatar. En fait, il externalise la source des hallucinations. En fait, il crée une forme de dialectique possible. Alors, ce n'est pas la soliloquie, il n'est pas en train de soliloquie, ce d'autant que celui qui va parler en face, ce n'est pas un ordinateur, c'est le thérapeute qui parle au travers de l'avatar. Ça donne ça, vous trouverez ça sur Internet, il y a plein de vidéos comme ça, qui expliquent très bien, c'est des travaux de londoniens du King's College. Donc ça donne ce type d'avatar que vous avez en face, ça fait peur d'ailleurs, et en fait, donc ça c'est le thérapeute qui parle. Donc vous choisissez, il y a plein de choses que vous pouvez choisir, il y a toute une gamme. Et en fait, il va y avoir une séance, alors, je ne sais plus, on le voit mieux. Non, c'était par là, je crois. Voilà, vous êtes en face et... Peut-être au début. Ouais, c'était par là en fait. Voilà, donc vous êtes en face et c'est assez impressionnant en fait. Et donc ça, c'est le thérapeute qui parle. Et donc, qui répond, en fait, c'est ce qu'on fait habituellement de stratégie de TCC face aux hallucinations, de coping face aux hallucinations, sauf que là, c'est incarné, dialectisé, etc. Et ça marche bien, ça donne des publications bien, et encore, ça n'est que le début de ce genre de choses. Bon, il y a une revue Cochrane qui est sortie, qui n'est pas si positive récemment, mais Cochrane sur quelques papiers, en plus, c'est un peu ridicule. Enfin bon, bref, moi, je pense que ça va apporter beaucoup. Donc, cette technologie, elle n'est pas que inductrice de symptômes, elle va servir à soigner. D'ailleurs, en matière d'implantation, quand même, rappelons qu'on a changé la neurologie. Alors, encore une fois, la neurologie, c'est simple. Mais regardez ce patient qui a une maladie de Parkinson typique, avec ce tremblement à 3 Hz, hyper invalidant, l'hypomimie. Ah, je ne bouge plus. L'hypomimie, vous voyez comme il est profondément handicapé. Et là, on règle le stimulateur. Donc maintenant, c'est une pratique courante, ça, c'est plus de la recherche, ça, c'est vraiment une pratique courante. Donc on règle le stimulateur, donc c'est sous-thalamique le plus souvent, pof, quelques secondes, tremblement s'arrête complètement, il se met à parler, vous voyez comme le visage s'anime, comment il se colore même, vous voyez comme le visage se colore, et vous avez cette motricité fine, comment vous avez restauré les capacités de la voix nigrostriée. Le sourire, donc vous n'avez plus l'hypomimie. Vous voyez le changement de physionomie. Donc ça n'est pas que délétère. Il faut se garder de c'était mieux avant. Ne soyons pas les Francis Cabrel de la psychiatrie. On peut faire des choses formidables. Donc il y aura des choses pour amoindrir. Et d'ailleurs, nous on s'emploie à ça. On a créé un institut de neuromodulation pour justement... de toute façon, le train est en marche, donc ne laissons pas comme seul pilote Elon Musk. Autre exemple, grande revue, Raoul, Nature Medicine, eh bien, on peut faire aujourd'hui des systèmes en closed loop aussi. Pour la dépression, c'est une très belle publication de l'année dernière dans Nature Medicine,
où, en fait, le principe, là, ça n'est pas seulement de stimuler une région, c'est de stimuler que sous condition d'une activité anormale cérébrale. Donc, en fait, vous enregistrez, en fait, vous allez d'abord stimuler la capsule ventrale en fonction de l'activité des amygdales. Donc, vous avez un enregistrement continu, et ça n'est que sous condition d'une activité que vous considérez comme pathologique, au-dessus d'un certain seuil, que vous déclenchez la stimulation dans la capsule ventrale. En fait, finalement, c'est presque comme si vous disiez, si l'information, je vais le dire comme ça, de façon simpliste, hein, les informations où la coloration émotionnelle devient trop douloureuse, eh bien, je restaure un filtre qui vient limiter l'envahissement par ces ruminations et qui vient donc arrêter ça. Un peu comme mon pacemaker, j'en ai pas encore, mais ça dépend des rendez-vous que j'ai avec ma direction. Mon pacemaker, d'ailleurs ceci dit, le Bousier, hein, je rassure tout de suite la direction, c'était pas un directeur, c'est un collègue. Le pacemaker ne se déclenche que quand mon rythme cardiaque est anormal, il ne décharge pas tout le temps. Et là, pour l'instant, on fait de la DBS où on stimule tout le temps, mais ce n'est pas très. Hein. DBS, c'est stimulation cérébrale profonde, Deep Brain Stimulation. En fait, c'est beaucoup mieux de faire ça. Ce d'autant que quand on fait ça, en plus, on peut faire de la médecine personnalisée, c'est-à-dire choisir vraiment les cibles. Ce papier, il est vraiment magnifique. Donc, il va y avoir plus de troubles mentaux liés à l'augmentation de l'homme. Je crois que ce raisonnement s'impose, mais il va y avoir aussi en même temps, par ces technologies, les moyens de soigner un certain nombre de troubles mentaux. Et puis je termine là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une question plus générale? Et alors là, c'est vraiment spéculatif. Donc là, je sors de la question scientifique. Donc je le dis clairement, je sors des données scientifiques et je pose une question vraiment beaucoup plus spéculative, qui est celle d'une forme de propédeutique à l'échelle de notre condition humaine pour nous préparer à l'hybridation technologique. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrions faire pour nous préparer tous collectivement à l'hybridation technologique? Mon hypothèse, c'est que nous avons connu une hybridation majeure, celle qui a signé notre passage de la préhistoire à l'histoire, qui est l'avènement de l'écriture. Et quand on y réfléchit, eh bien, on se dit que finalement, un livre, ou là, ses premières écritures, c'est déjà un disque dur externe. C'est déjà l'externalisation de la connaissance. C'est déjà renoncer à avoir le savoir en soi, en le déposant à l'extérieur de soi. Donc, c'est déjà le mécanisme même de reposer sur quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Au passage, d'ailleurs, ça a une durée de vie bien supérieure à un disque dur, un livre ou une pierre. Et donc, c'est quelque chose qui procède du même mouvement externalisé et se réapproprié par hybridation. Il y a déjà ce mécanisme d'hybridation. D'ailleurs, c'est décrit dans le mythe de Thoth, le script Thoth. Je ne détaille pas, mais c'est déjà une problématique que celle du fait qu'à externaliser le savoir par l'écriture, on perd quelque chose. Et d'ailleurs, il y a quelques données scientifiques intéressantes sur le fait que la décroissance de la taille de notre cerveau, parce qu'il a décru, serait peut-être liée à cet avènement de cette technique-là, cette question de l'écriture. C'est donc l'externalisation des savoirs qui évidemment nous donne un potentiel infini, parce qu'au lieu de tout devoir savoir, j'ai accès à l'extérieur. Ça se démultiplie aujourd'hui de façon incroyable par Google ou aujourd'hui ou demain ChatGPT, mais finalement le mécanisme est quand même le même. Et d'ailleurs, en matière de pathologie, ce n'était pas anodin. On parle là du Virtual Reality Depersonalization Syndrome, le le VRDS, voilà. En fait, Madame Bovary et ses romans d'amour, cette région, ou Don Quichotte et ses romans de chevalerie, c'était pas sans psychopathologie en fait, c'était pas sans conséquences la lecture. Ça avait déjà des effets, donc il y avait déjà des choses. Mais dans l'ensemble, cette hybridation, cette grande hybridation, et je pense que c'est la grande hybridation de l'humanité, celle de la lecture, l'écriture,
qui est récente, hein, quelques milliers d'années, elle est réussie. Je trouve qu'elle est réussie. Encore une fois, je vais au-delà de la science en vous disant ça, mais je trouve qu'elle est réussie. Et donc, le pari, ce serait de dire que la meilleure préparation à l'échelle collective à notre hybridation technologique, ce serait à l'échelle individuelle de se consacrer à revivre notre grande hybridation, l'hybridation de la lecture, parce que ce serait la même chose en fait que l'hybridation technologique et dans l'ensemble une hybridation qui a réussi. Le pari donc, ça serait de dire, de toute façon, encore une fois, on ne peut pas tourner le dos à l'avenir. Cette hybridation technologique, on est déjà dedans avec nos smartphones, elle sera dans nous d'ici peu avec ces interfaces cerveau-machine. On va y aller, il y aura plus de troubles mentaux, on aura plus de travail, mais il y aura aussi plus de moyens de soigner ces troubles mentaux par ces mêmes technologies qui en induisent davantage. Et à l'échelle collective, il y a une grande hybridation qu'a connue l'humanité, celle de la lecture et l'écriture, et la réemprunter, ce qui n'est pas le mouvement actuel de l'école, la réemprunter, c'est la meilleure préparation possible à cette grande hybridation technologique. Merci. Est-ce que... on va ouvrir à la discussion. Qui voudrait poser une question? Profitez-en, il est tout près de vous. Bonjour, merci Raphaël pour ce topo. Alors je me lance, c'est très suffisant de ma part, hein, parce que c'est après un topo brillant comme ça. Mais alors il y a quelque chose qui me frappe, surtout quand on est dans le traumatisme psychique, où la question clinique elle est constante, c'est ce savoir sur la finitude humaine. Tu n'en as jamais parlé. Ouais. Et là, je trouve que ça manque, parce qu'à l'origine de la maladie mentale, quand tu nous fais le topo sur l'amygdale, on est complètement dans la question du trauma. Je pense que tu enlèves ce savoir sur la finitude et les gens ne se traumatisent plus. Donc, tu enlèves ce savoir sur la... Ou alors ils sont conditionnés à la peur, ce qui est un peu différent. Mais ils n'encodent pas l'expérience de la même façon. Tu seras au moins d'accord avec ça. Ils n'encodent pas l'expérience de la même façon. Ils seront conditionnés à la peur, mais ils n'encoderont pas l'expérience. Et je le trouve complètement absent de ton topo. Oui. Voilà. Et ça me... Ouais. Alors c'est une super question, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette question, parce que c'est une question très importante, celle de la fin de la mort. En fait, d'abord, je ne pouvais pas vous parler de tout, et dans ma réflexion, moi je suis très chimiatre hein, dans mon exercice au quotidien. Chimiatre, je veux dire psychopharmacologue. Donc par exemple, en fait, je parle beaucoup de ce dont vient de parler Olivier Guillain, c'est-à-dire des modalités pharmacologiques d'augmentation et de leurs conséquences, ce dont je n'ai pas du tout parlé. Donc il y a plein de choses dont je n'ai pas du tout parlé là. Il fallait bien faire des choix. Et puis encore une fois, je voulais un peu aussi voir si je tombais du bon côté. Et pour ce qui est de la mort, je pense deux choses. Je pense qu'à la fois la représentation de la mort, je crois que ça reste toujours très vrai, cette idée qui a été un peu caricaturée par une certaine psychanalyse, et je crois que ça reste très vrai le caractère traumatisant de la représentation de la mort. Ou en tout cas C'est hors représentation. Hein. C'est hors représentation. Hors représentation. Oui, c'est hors représentation, tu as raison. En tout cas, d'une espèce de perception de la finitude ou de quelque chose qui est le centre de l'expérience traumatique. Je suis d'accord, mais il faut aussi voir la contraposer, et je pense que c'est très important, et on ne le fait pas du tout assez. C'est que serait la vie sans perspective de mourir, hors trauma. Or déjà, le vertige existentiel, je pense, a complètement changé aujourd'hui. Je pense qu'il est beaucoup plus important qu'il n'était. Il n'y a qu'à voir la souffrance de nos jeunes aujourd'hui
préadolescents, hein, ce n'est pas ceux qui faisaient des TS il y a ne serait-ce que 5 ans. Hein. Donc je pense que déjà le vertige existentiel a beaucoup changé, mais alors la perspective de ne pas mourir, il faut voir le prix en termes de santé mentale. Moi je suis sûr qu'il est infiniment supérieur à ce que nous gagnerions en termes de psychotrauma. D'ailleurs, au passage, je ne suis pas lacanien, mais j'en ai beaucoup dans mon pôle, parce que j'ai un institut hospitalier de psychanalyse dans mon pôle. Il y a une conférence très belle de Lacan à Louvain sur cette question de la fin de la mort, et où il dit les choses vraiment très belles, en fait, sur ce que serait la fin de la mort et le caractère insupportable de l'idée de ne pas mourir. Enfin, il faut penser aux conséquences existentielles de la fin de la perspective de la fin. Et donc, je ne suis pas psychotraumatologue et j'entends ce que tu dis et je le comprends pour les quelques patients, comme tout le monde, que j'ai eu à soigner en la matière, mais je vois aussi les autres, côté personnalité ou côté dépression, et je me dis qu'il faut s'imaginer ce que pourrait être la perspective que de simplement ne pas voir les choses se finir dans la vie d'un homme. En l'état actuel de notre programmation, de notre pulsion de vie. Oui, je crois foncièrement. Je crois que franchement, ne pas avoir de perspective, c'est comme les leviers de la psychothérapie, on en voit beaucoup, quand même, nos patients changent beaucoup au gré de l'expérience existentielle. Prenons un autre exemple, dont je parle aussi beaucoup, ça m'intéresse beaucoup, ça va être un des axes de notre institut de neuromodulation, l'expérience des psychédéliques. L'un des points centraux de l'expérience psychédélique, c'est justement l'expérience de la mort. Et si c'est aussi moteur, cette expérience des psychédéliques, du point de vue de l'expérience psychédélique, je ne parle pas de la neuroplasticité induite, etc., c'est l'expérience de la mort. Et vraiment, c'est spectaculaire ce que racontent les patients ou ce qu'on peut vivre dans l'expérience psychédélique du rapport à la mort. C'est un effet vraiment de transformation. Enlever ça, je ne sais pas ce qui reste, ne serait-ce que de cette question des psychédéliques. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder ce qu'il était advenu des civilisations qui avaient refusé l'écrit, qui avaient refusé le livre? Et est-ce que, en les regardant, on aurait un modèle de ceux qui résisteraient à l'hybridation dont vous nous parliez aujourd'hui? Merci, c'est une bonne question. Non, non, je n'ai pas eu cette occasion. C'est très difficile parce qu'en fait, c'est une situation en paradoxe. C'est-à-dire que pour ne pas y être pour ces civilisations, le témoignage qu'on en a est celui du texte, du livre. Donc, vous voyez le paradoxe, il s'agit par le texte, par le livre, de savoir quel est l'effet de l'absence du livre. Donc, il y a une sorte de mise en abîme qui tient, à mon avis, de l'impossible. Donc non, je ne saurais pas dire. De même, alors on pourrait le dire d'une autre façon, plutôt qu'aller dans l'absolu du refus du livre, ça serait peut-être d'aller chercher des effets doses du livre. Et donc, dans les effets doses du livre, on peut s'intéresser à plein de choses. On peut s'intéresser, par exemple, aux effets des religions dites du livre. Donc, il y a toute une réflexion à mener autour du rapport au texte et de l'effet déterminant du rapport au texte dans l'organisation psychique et des troubles mentaux. Mais l'absence totale, je pense qu'on est face à une sorte d'aporie, d'impossibilité, puisque le seul témoignage vient de ceux qui écrivent. Donc Bon, alors déjà, comme beaucoup de monde, je pense qu'on a été assez fascinés, vous n'êtes pas tombé en arrière, donc ça c'est déjà une bonne chose. La parallèle, alors c'est pas le bon terme parallèle, mais en tout cas c'est vrai que la comparaison avec l'apparition de l'écriture est fantastique et rappelle peut-être, au-delà de la notion d'homme augmenté, qu'on est dans une continuité. Une différence, moi, qui me questionne, c'est quand même là la rapidité et notre capacité d'assimilation de cette évolution. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, en prenant l'exemple quand même justement de l'écriture, parce que c'est pas l'écriture qui a créé ça, mais j'ai pensé quand vous avez évoqué l'écriture à Mein Kampf, tout simplement, et en me disant qu'à un moment donné, comment on va encadrer éthiquement les choses pour pouvoir avancer sereinement sans créer des résistances ou des freins qu'on va voir sinon émerger
ou sans créer des dérives, parce que vous avez évoqué la Chine, et pareil, c'est des questions qui... On sait aujourd'hui la course qu'ils ont, on va dire, à l'eugénisme et à ce type je dirais, je ne vais pas parler de philosophie, mais d'objectifs d'homme augmenté, pour lequel l'éthique est très peu présente. Et cette vision-là, j'imagine qu'on va ne pouvoir l'avoir que de façon mondiale. Comment vous pensez les choses à ce niveau-là? Alors, sur la première question, je crois que la question de la rapidité est vraiment importante. Malheureusement, je pense qu'on a très peu de données scientifiques, donc ça devient très spéculatif, et j'ai été prudent en vous disant qu'il y a des choses spéculatives dans ce que je disais, mais c'est vrai que si vous imaginez un homme de Néandertal transposé au XVe siècle ou aujourd'hui, je pense qu'il n'aurait pas tant de problèmes que ça avec bon nombre de nos technologies, à partir du moment où elles ne violent pas des règles physiques élémentaires, des règles newtoniennes élémentaires, et auxquelles on ne fait pas très attention quand même. Les règles physiques élémentaires, c'est que qu'une chose puisse voler, en fait, c'est pas si inaccessible que ça. On peut se le représenter. On n'est pas obligé de faire la représentation physique de ce qu'est voler, mais de toute façon, il suffit de regarder un oiseau, ça a l'air d'être possible. Mais par contre, que vous puissiez parler à quelqu'un qui n'est pas là, et pour autant, on n'y fait pas du tout attention, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est tout à fait possible qu'un enfant puisse parler à une personne qui n'est pas là, sans se poser la question de l'effet que ça fait de parler à quelqu'un qui n'est pas là. Donc je pense que sur la question de la rapidité et la façon dont elle viole des représentations physiques du monde, je pense qu'il va y avoir des vraies questions. Et alors je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je pense qu'en matière éducative, il y a une vraie progression dans le rapport de découverte au monde. Et le rapport de découverte au monde, il faut expérimenter dans le rapport de découverte au monde. Et cette expérimentation, elle est très physique. Et donc des choses qui violent de façon caractérisée le rapport au monde, moi, ça m'interroge un peu sur les effets que ça peut faire. Mais rien de démontré. Donc quand je dis ça, ceux qui ne s'intéressent que à l'evidence-based, les Franck Ramu, etc., disent rien de démontré, c'est faux, etc. Enfin, c'est faux, ça n'est pas démontré. Moi, je pense qu'il y a une vraie question sur la violation de l'évidence physique du rapport au monde et le moment où ça peut venir dans le développement personnel, dans l'ontogénie. Je répondrai comme ça à la première question. Sur la deuxième, sur l'encadrement éthique, en fait, ça dépasse de loin mes compétences parce qu'en fait, on revient à des questions de gouvernance mondiale. Au même titre que la question de la finance, par exemple, dans un autre champ, ou de l'écologie. Tant que ça n'existe pas, comment on peut espérer avoir quelque effet sur ces modalités d'augmentation? Je crains bien que ce soit un vœu pieux que de se dire que en Europe, on est tout à fait armé à faire face à la déferlante de GPT-4. Je crois que c'est un peu ridicule en fait, réglementairement, parce que la Commission européenne a fait plein de travaux. Enfin, je crois que c'est un peu ridicule. Donc malheureusement, je crains fort qu'on n'ait pas les moyens, et les appels par tribune à des moratoires, etc., par les mêmes qui font toutes les expérimentations dans le même temps, c'est quand même un peu foutage de gueule. Donc je crois que j'aimerais bien, mais la gouvernance mondiale en la matière, finance, écologie et ce type de questions éthiques, elle n'est pas là. Donc dans l'attente, je pense que la question est qu'est-ce qu'il faut faire à l'échelle collective pour qu'un enfant puisse vivre au mieux cette hybridation, et je reviens à mon hypothèse qu'il y a une vraie continuité, et donc il y a un avantage à capitaliser sur cette grande hybridation de l'humanité, et aussi à se dire un certain nombre de choses en sortant de l'evidence-based. Donc il faut accepter l'evidence-based. Moi je vais prendre des risques en disant des choses qui sortent de l'evidence-based, mais si on attend d'avoir expérimenté pour savoir si on peut faire ça à 3 ans ou 6 ans ou 8 ans, bah en fait ça sera trop tard. Donc je pense qu'il va falloir déjà
accepter de donner des recommandations sans evidence-based. Vous l'avez évoqué, donc ça passerait quand même par l'école, justement. Oui. On est d'accord Oui. parce qu'aujourd'hui, on voit les jeunes en consultation qui sont confrontés avec cette forme d'hybridation par le téléphone, etc. Parce que l'histoire de réseau, donc tout ce que vous avez évoqué, on le retrouve sur le plan psychopathologique de plus en plus. Et on les voit désarmés dans l'accompagnement, je dirais, pédagogique qu'ils ont à l'école sur tout ça. Oui, oui, complètement. Complètement, mais sans du tout. Mais c'est même sans penser ce que veut dire hybridation, c'est-à-dire ce que veut dire avoir été traversé par quelque chose qui vous change, en fait. Il y a une espèce de truc utilitariste complètement aberrant, en fait. On n'apprend pas des choses parce que ces choses vous servent immédiatement. Enfin, on apprend des choses parce que ça vous change. De même qu'on ne voyage pas parce que il faut avoir vu cette chose-là, mais parce que les voyages vous changent. Et donc revenir à l'idée qu'on fait des choses parce que ça vous change et qu'avoir appris telle chose change votre cerveau et donc votre façon de penser, ça serait, je ne sais pas, je pourrais le décliner sur même l'apprentissage de certaines langues. Aujourd'hui, on dit, vous avez parlé de Mein Kampf, on n'apprend plus l'allemand, parce que de toute façon, à quoi ça sert l'allemand, on s'en fout, l'Europe. Moi, je ne sais pas si ça sert à quelque chose l'allemand en termes de nombre de personnes qui parlent l'allemand, mais c'est une structure très particulière de la langue qui consiste à ce que le verbe vienne à la fin, qui fait que quand vous parlez avec un Allemand, bah, c'est curieux, il ne vous interrompt jamais parce qu'il faut qu'il attende le verbe. C'est quand même très particulier, hein, parler avec un Allemand et il ne vous interrompt jamais. Bah oui, il attend le verbe. Donc ça change la façon de se comporter quand même. Et au-delà de est-ce que ça va me servir pour vendre des yaourts après avoir fait une école de commerce, ça aura changé ma façon de penser. Et donc c'est avoir un rapport aux choses qui n'est pas utilitaire, mais qui est réellement pensé, ce qui prépare au mieux un être humain à tout ce qu'il a à faire, dont l'hybridation technologique. Dans cette continuité, pas en rupture, il y a une forme de rupture quand même, mais il y a aussi une forme de continuité, et dans des mouvements qui ont une forme de, peut-être pas de gratuité, parce que c'est quand même pour s'armer à quelque chose, à propos de guerre, mais pas à utilité immédiate.